Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut écouter si vous voulez savoir ce qu'il doit être su. Je pense que le verbe est correct. Dans le monde des nouvelles technologies et du numérique québécois et international, Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, bonjour, content d'être là. J'ai résolu des problèmes techniques cette semaine. J'en ai pas parlé avant qu'on enregistre, mais écoute, mon ordinateur a perdu son Bluetooth. J'ai redémarré mon ordinateur comme un sauvage et ça a réactivé le Bluetooth. Très, très drôle. Si vous avez des questions là-dessus, vous m'écrivez en privé, ça me fait plaisir de vous donner les détails. On va remercier et saluer nos partenaires du podcast, TELUS Plan Hub. Il fallait que je partage cette tranche de vie. Dans cet épisode, on va parler d'interopérabilité. C'est quelque chose qui est tellement fondamental en technologie, qui est négligé. Du Razer Fold, le Razer qui s'ouvre comme un livre. Le prix a été dévoilé et sa disponibilité. Attachez votre budget avec de la broche. On va parler d'Android 17, on va parler de Google Book, le successeur des Chromebooks. On va parler de clavier portatif, parfait pour l'été, pour se déplacer dans des cafés, travailler à l'extérieur, et d'un kit de Air Drum. Et ça me fait beaucoup rire, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de ma guitare Aeroband. Toi, tu as les bâtons de drummer. Les baguettes, les Pocket Drum 2 Max, ouais, j'ai exactement, bien de la même d'avoir compagnie. ton avis là-dessus. On en parlait parce que tu parlais de la guitare, puis j'avais réalisé qu'on n'en avait pas parlé au balado, et pourtant j'avais dit dans le commentaire de la guitare que j'en avais parlé à la presse, puis ça m'avait échappé que j'avais pas fait les critiques ici. Puis comme ta guitare est clairement plus sophistiquée que les baguettes que j'ai ici, on va pouvoir comparer nos notes sans problème. Écoute, j'en suis à jouer Joyeux anniversaire. Bon, ben écoute, ça progresse. Excellent. Moi, je peux dire que j'ai régressé grâce au Pocket Drum, mais c'est une autre conversation dont on s'étalera là-dessus un petit peu plus tard dans le balado. Petite plug en passant pour vous inviter, les amis, à payer moins, tout simplement. C'est facile. Et comment payer moins? Ben, évidemment, en dépensant moins, mais en suivant aussi de judicieux conseils qui se trouvent dans un bouquin comme celui-là. Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec. Petit livre jaune et noir. Il y a aussi le petit livre rouge et noir de la même série, qui est le premier. Payez moins pour vos services de streaming. 2 livres que j'ai écrits, donc je peux vous dire qu'ils sont très bons. De façon très neutre et objective, bien sûr. Ils valent le détour. Et vous allez rentabiliser probablement en 1 heure à peu près le coût d'achat du livre en suivant les quelques conseils. Peu importe comment vous vous déplacez ou comment vous consommez vos contenus numériques. N'importe où au Québec, vous allez sauver des sous, ça vaut la peine, allez voir ça. C'est en librairie et c'est extrêmement agréable à lire. En tout cas, c'était le fun à écrire, donc je présume qu'à l'autre bout aussi, vous allez apprécier ce qu'il y a dans ces 2 livres-là. Parlant toujours dans le registre du On prépare nos nouvelles, parlons un peu de plus de nouvelles, parce que si vous en voulez davantage, et là, préparez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Mais si vous en voulez encore plus, il existe l'infolettre Infobref Pro Techno, infobref.com/UTDT. Allez-y, abonnez-vous, ça tombe dans votre inbox une fois par mois, c'est gratuit, c'est plein de contenu techno, c'est fait par un humain et c'est 100% bio. Donc, inquiétez-vous pas. Et je pense aussi que c'est vegan, mais je ne m'avancerai pas trop là-dessus parce que ça a l'air que quand on le dit, ça fâche des gens qui ne jurent que par la viande. Donc, faites-en ce que vous voulez. Mais ça se consomme et c'est léger comme du vent. Voilà. Et ça nous lance d'aplomb dans les actus de la semaine avec une nouvelle qui, ma foi, Pascal, va mettre fin à un long contentieux qu'on avait avec Apple ici, Une tasse de tech, parce que ça fait longtemps qu'on les achale ou qu'on s'achale à en parler. En tout cas, bref, Apple, enfin, plus que Google probablement, a enterré une certaine petite hache de guerre du côté de la messagerie. Et les deux entreprises qui essentiellement composent 99% du marché de la mobilité vont adopter la messagerie RCS chiffrée. La quoi? Ben, RCS, c'est ce protocole enrichi de messagerie multimédia qui va essentiellement remplacer le SMS de base et qui va permettre l'échange de messages chiffrés de bout en bout entre les appareils Apple et les appareils Android. Donc, c'est certainement une excellente nouvelle à tous les niveaux pour tout le monde. Il n'y a comme aucun effet négatif à ça, sauf peut-être pour le gouvernement et son projet de loi C-22. Vous irez lire le texte dans la presse, il sort en ce moment même sur le site. Mais ça remplace donc les SMS. Ça ajoute des fonctions modernes comme telles que les nombreuses messageries numériques les présentent de nos jours. Confirmation de lecture, envoi de fichiers multimédia en haute définition, ce qui est la moindre des choses. Oui. Les 3 petites bulles là, qui disent que votre interlocuteur est en train de taper un texte
texte en temps réel. Ça aussi, semble-t-il, ça va le permettre. Et des réactions enrichies. Et le chiffrement de bout en bout, qui est quand même pas rien. Le chiffrement de bout en bout dans une messagerie, ça veut dire que personne d'autre que vous avez la clé pour déchiffrer le texte, ni même les fabricants des téléphones que vous utilisez, ni même les concepteurs des logiciels iOS et Android. Donc, personne à part vous et votre interlocuteur et la personne qui est par-dessus votre épaule, mais ça, c'est une autre conversation. Donc, c'est quand même un niveau de sécurité intéressant qui, de plus en plus, se met en place. Entre autres, Messenger chez Facebook, on a fait beaucoup de ménage de ce côté-là et on a créé une messagerie chiffrée, mais ça reste que c'est Messenger. Là, on a vraiment un truc multiplateforme et comme tu le disais en entrée de balado, Pascal, qui va faire une belle promotion de l'interopérabilité entre les plateformes mobiles, ce qui était la moindre des choses, parce qu'on sait qu'Apple a longtemps bloqué iMessage et la compatibilité avec les messageries d'Android. Ce qui serait le fun, c'est que maintenant, Samsung, Motorola, Google, entre tout le monde qui est du côté Android, n'utilise qu'une seule et même application de messagerie, parce qu'on a toujours deux applications de messagerie sur le téléphone Android. Ça, c'est un peu à la longue irritant, mais j'imagine que ça s'en met tranquillement. Évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que les deux entreprises ont fait ça, là, c'est en suivant la pression d'organismes de réglementation en Europe. Parce que c'est eux qui ont mis ça en priorité dans leur politique et ça provoque un changement qui va s'en venir. Ici aussi au Canada, ça va se faire graduellement. Il y a des mises à jour des logiciels qui vont être poussés par les fabricants. Du côté d'Apple, c'est quand Apple le fait. Du côté d'Android, c'est quand Google et le fabricant qui est celui qui a fabriqué votre téléphone vont le faire. Donc ça va venir de temps en temps, progressivement, au fil des prochains mois, sur les téléphones. Si je ne m'abuse, le standard RCS était déjà sur beaucoup de téléphones Android. C'est juste que quand on envoyait un message à Apple, la conversation était volontairement dégradée parce qu'Apple ne supportait pas ce service-là. Il y avait déjà un minimum d'RCS qui était supporté par Apple, mais là, c'est vraiment une version évoluée du protocole qui est enfin on aime ça de l'interopérabilité en classe de tech. Le Razer Fold, celui qui s'ouvre comme un livre. Moi, je suis comme le Pixel Fold, comme le Pixel Galaxy Fold Z ou Fold, le OnePlus, c'était ça s'appelait le Open de OnePlus. Moi, j'ai le Razer Ultra ici, celui qui s'ouvre comme un téléphone flip, les bons vieux téléphones flip, ceux qui nous regardent sur YouTube, je le montre à l'instant, c'est mon téléphone de l'année. Je suis vraiment impressionné. Une fois qu'on a goûté un téléphone c'est le Razer, ça? C'est le Razer Plus? Le Razer Fold. Ouais. Le Razer si vous êtes dans le soccer, c'est avec une édition World Cup. Oui, c'est ça. Tu as reçu la version soccer, monsieur. Oh là là, Coupe du Monde. Ça flash, oui. Oh là là. Alors, c'est celui que, une fois qu'on a goûté un téléphone compact et tout, mais les téléphones qui s'ouvrent comme un livre sont aussi extrêmement intéressants pour lire, entre autres. Ça s'ouvre comme une tablette. Le Razer Fold, celui arrive bientôt au Canada. Processeur Snapdragon 8 génération 5, donc un processeur puissant. 16 GB de RAM à une époque où la RAM coûte une fortune, la mémoire vive coûte une fortune, 512 GB de stockage, il fait 4,6 mm d'épaisseur quand on le déploie, quand on le déplie. Il fait 8,1 pouces à l'intérieur, un écran AMOLED qui va être alléché. L'extérieur, 6,6 pouces. C'est un énorme écran à l'extérieur. Ça a l'air d'être une super machine, oui, absolument. Oui, tu le déploies, il va être... Et donc, roulement de tambour, il va être en vente au Canada. Il va être en vente au Canada. Oui, il ne sera pas dans le vente de personne. 21 mai. On va déjà pouvoir le précommander. On va annoncer des fournisseurs supplémentaires dans les prochains jours, mais au prix de 2699 $. 2699 $. Ça, c'est quelques ordinateurs et un téléphone dernier cri. Ça vaut pour tous les appareils pliables. Les composants coûtent cher, l'écran coûte cher. Incroyable. Ce sont des appareils de grand luxe, forcément. Et ça va être un appareil extraordinaire, j'imagine, mais ça devient exorbitant. On peut s'acheter 3 MacBook pour ce prix-là. Voilà. 2,5, 2,5. On peut s'acheter un iPhone, on peut s'acheter un téléphone Razer régulier, plus un Neo. C'est assez fou. Une option. Un Razer qui se plie, là, comme ça. Un Razer qui se plie, qui ont baissé de prix. Une liseuse, faire un point d'accès
et avoir tout ça avec dans votre poche une liseuse ou une tablette, en fait, et un téléphone, et tout ça pour moins de 2700 $. J'ai Il y a bien hâte de encore de la voir le place pour des bons marché. écouteurs. C'est ça, le marché visé par ce type de téléphone-là, que j'espère pouvoir essayer, parce que j'ai l'impression que ça doit tout être une machine avec toutes des composantes haut de gamme, caméra 50 mégapixels, vraiment quelque chose de très, très bien essayé. C'est quelque chose comme machine. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Je sais pas. C'est probablement qu'on va le voir passer. Ce sera à suivre dans les, sans doute, prochaines semaines. Parlant de nouveautés qui s'amènent au Canada, Pascal, Oui. ça vient un peu me chercher. Amazon a fait une annonce du côté de Kindle qui est intéressante. Oui. La Scribe, la Kindle Scribe vient au Canada en 2 versions. On a revu la version de base, mais il y a aussi la Scribe couleur, la Color Soft, qui va être vendue chez nous à partir du 10 juin prochain. Ce sont des modèles assez costauds pour des Kindle en particulier. On parle de 2 liseuses à écran de 11 pouces de diagonale. 11 Celle pouces, de base, oui, c'est du gros format, là. C'est une grande tablette. À écran e-ink, bien sûr. En version monochrome, écoute, je veux dire, ceux-ci sont pas donnés. La version monochrome est 580 $ de base, avec 32 gigaoctets de stockage. Pour des e-books, c'est parfait. Des livres numériques, c'est bien correct. La version couleur va coûter 830 $ au minimum et monte un petit peu au-dessus de 900 $, je pense, si on veut plus de stockage. Ça vient avec un stylet dans les 2 cas, dans la boîte, donc au moins on n'a pas payé pour ça. Ben oui. Et ça permet de prendre des notes. On a revu la mécanique par rapport à la version qu'on n'avait pas ici, mais qui était vendue aux États-Unis. On a une nouvelle puce, un nouveau processeur à 4 cœurs qui permet à la machine d'être plus rapide à tous les niveaux, y compris à la réaction de la pression du stylet, qui est quand même un truc qui est assez important. Le tournage des pages, semble-t-il, se fait très bien. Je sais que c'est pas le bon mot, mais c'est quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et on a aussi ajouté, parce que pourquoi pas, de l'intelligence artificielle mur à mur. On va pouvoir résumer des textes, faire plein d'affaires, automatiser, ainsi de suite. Et envoyer tout notre contenu, le contenu qu'on crée, tout le contenu qu'on crée, donc nous-mêmes, dans l'application de notes de la tablette, bien sûr, mais synchroniser ça avec aussi Google Drive, OneDrive et OneNote, qui sont des applications tierces qui vont permettre d'interagir entre la liseuse et son ordinateur ou un autre appareil mobile, ce qui est quand même pas rien non plus. J'ai un peu perdu le fil de la compatibilité des Kindle avec les livres numériques, mais de mémoire, les EPUB sont supportés désormais par si on les envoie par courrier électronique à son adresse, si je ne m'abuse. Donc, c'est quand même pas mauvais. Évidemment, Amazon promet aussi quelques semaines d'autonomie par charge, qui est typique d'une liseuse, mais plus on gribouille avec le stylet dessus, plus que ça use la batterie, forcément. J'ai hâte de voir, il y a un petit marché là de la liseuse prise de notes couleur qui commence à se développer. J'ai déjà dit dans le passé, et je le maintiens, qu'à mon avis, les liseuses couleurs sont un pas vers l'avant duquel on ne reviendra pas. On reculera pas en arrière. Les tablettes couleurs sont le nouveau standard, donc si vous magasinez une liseuse, celle-là est chère, on s'entend. Mais généralement, les Kindle, malgré tous leurs défauts, sont extrêmement durables. Donc, c'est peut-être un choix à considérer si vous voulez pas aller dans une marque tierce comme la Remarkable dont on parlait l'autre jour. Il y a des belles tablettes Books aussi qui sont chinoises. Oui. Et il y a évidemment du côté de Kobo des modèles plus ou moins comparables aussi en couleur. Donc, si vous êtes dû pour une nouvelle liseuse, si vous aimez des livres, lire des livres numériques, je veux dire, on entre dans un petit élan de nouveauté qui est pas mal intéressant, y compris du côté d'Amazon avec le Kindle Scribe Color Soft. Voilà. Je me demande s'il n'y aura pas bientôt des collèges ou des collèges, je pense aux collèges privés là, qui vont dire tout maintenant, au lieu de t'acheter un ordinateur, au lieu de t'acheter un iPad, on va utiliser une liseuse, on peut prendre des notes dessus, on peut annoter nos livres, on vous donne les livres, les diffuser. Ça pourrait être un marché extraordinaire pour ce genre d'appareil-là, qui remplacerait tous les livres scolaires. Donc, les étudiants, au lieu de se balader avec 4-5 livres, auraient quelque chose sur lesquels ils pourraient gribouiller. Je regarde cette hypothèse-là. Parlant de collège, le collège du fils de ma blonde doit acheter un Chromebook pour l'an prochain. Et les Chromebooks sont maintenant... combien de temps vont-ils durer? Apple. Apple serait très heureux que ça ne dure pas longtemps. Oui, c'est ça. Google a annoncé les Google Books. Et là, c'est quelque chose qui est flayé parce qu'on l'a évoqué brièvement dans une annonce cette semaine. Ça va être un système d'exploitation qui, ça fait longtemps qu'on en parle, on parle du système d'exploitation Aluminium, qui serait le nom de code, qui fusionnerait le meilleur d'Android avec le meilleur de Chrome OS. La chose qu'on a appris, c'est que ça ne serait pas Aluminium. Ce ne serait pas le nom officiel, ce serait seulement un nom de code. Encore une fois, ça va peut-être être Aluminium finalement, on ne le sait pas. Ça ne serait pas Aluminium officiellement. Ça permettrait de faire des choses qu'on peut déjà faire avec les téléphones Apple, du côté d'Apple, entre autres d'afficher dans son ordinateur des fenêtres avec les applications de son téléphone.
Mais ça, ceux qui ont des ordinateurs Apple et qui servent de cette fonction-là depuis un moment vont rigoler. Je pense que c'est depuis 2024 qu'on a cette option-là dans les ordinateurs Apple. Sans surprise, le Google Book va être conçu pour Gemini Intelligence. Ah! Et là, je tombe des nues. OK, attends un peu. Il y a Apple Intelligence. Oups, mystérieusement, il y a Gemini Intelligence. Où est-ce qu'on va faire ça ici? Et j'ai été un peu laissé sur ma faim parce que ça permet de faire. On permet, entre autres, de réinventer le curseur de l'ordinateur. Rien de moins. Il y a quelque chose d'intéressant, là. Il y a quelque chose d'intéressant, oui, là. Mais les démos, attends un peu. La démo, on secoue le curseur de sa souris pour activer des fonctions avec l'intelligence artificielle. Et là, ce qu'on met comme démo, c'est qu'on a une photo d'un groupe, on a une photo d'un logo, et en secouant la souris au-dessus du logo, on fait apparaître le logo sur la photo du groupe. Mais dis dans la vraie vie. Quand est-ce qu'on fait des affaires de... Écoute, moi, personnellement, je fais pas ça souvent. L'idée est bonne. L'idée est bonne. L'application, c'est une autre conversation, mais je trouve que l'idée d'éclater le curseur comme si c'était un outil, une interface évoluée, ça serait... On passe tellement de temps à regarder le pointeur de sa souris sur un ordinateur. Ouais. Et ce pointeur fait tellement peu de choses que je trouve tout à fait normal d'investir, de regarder pour des options, mais écoute, Google, c'est pas des... n'a pas un historique de développement d'interface utilisateur très avancé. Là, on s'entend, donc ils ont une bonne idée. Est-ce que secouer, c'est le geste qu'on veut? Parce que continuons à chercher, c'est ça, par erreur, tu secoues peut-être un double-clic ou un tap-tap, il y a peut-être quelque chose à trouver, mais secouer, j'ai l'impression que par erreur, ça va popper. Secoue ton Google Book. Secoue, oui. Puis, tu te souviens du le petit trombone de Microsoft qui voulait qui popait à tout moment, et ça ralentissait tout. J'ai peur que ce soit la même chose. Bien hâte de voir, il n'y a pas de spec annoncé. On a mentionné qu'on collaborait avec des manufacturiers, que les Chromebooks allaient continuer d'être supportés, donc ils vont pas mourir de sitôt, mais la question que je me demande, c'est que si on veut arrêter de supporter Android et Chrome OS, est-ce qu'on va continuer de supporter Chrome OS et on va supporter le nouveau système et on va continuer de supporter Android? Quelque chose d'un peu absurde là-dedans, j'ai l'impression que... Et j'espère que les Chromebooks... chez Google, hein, fait que c'est mêlant vite. C'est ça, j'espère que les Chromebooks actuels, certains Chromebooks actuels vont pouvoir être mis à jour avec le nouveau système d'exploitation, que ce ne soit pas une façon pour forcer les gens de changer d'appareil. On veut qu'ils soient supportés longtemps avec un système moderne. La bonne nouvelle, c'est que ça vous intrigue. Oui, vas-y. Si ça vous intrigue, on peut regarder le site googlebook.com et on va avoir, les informations vont venir à l'automne 2026. Si vous vous inscrivez sur le site googlebook.com, vous allez pouvoir recevoir des notifications avec les informations sur le Google Book. J'ai mis mon courriel, j'espère qu'on va m'informer, puis j'espère l'essayer, qu'on puisse, à une tasse de tech, vous en dire plus là-dessus. Très, très curieux. J'aime beaucoup les Chromebooks en général. Très simple, très utile. Peut-être en saurons-nous davantage la semaine prochaine, parce que c'est l'occasion, ce sera l'occasion de la conférence Google I.O. Qui arrive à chaque année pour les développeurs d'applications. On peut plus vraiment dire juste Android, parce que maintenant, il y a la plateforme informatique qui va avoir aussi une version d'Android qui va être éclatée. Et c'est d'ailleurs, ça nous amène vers la prochaine actu, mais on va faire plus de place pour les tablettes aussi. Donc, on risque de nous montrer du hardware, de la quincaillerie sur place peut-être, dont le Google Book, ça sera certainement à suivre. L'annonce du Google Book s'est faite au même moment, ou en tout cas dans la foulée du Android Show, qui est l'espèce de diffusion sur YouTube par Google des nouveautés logicielles spécifiques à Android qui seront annoncées à Google I.O. Comme Google I.O. a lieu la semaine prochaine, le Android Show, et vous excuserez tous mes anglicismes, mais ça a été diffusé la semaine dernière. Donc, on a pu en savoir davantage sur la prochaine version d'Android qui va s'appeler Android 17. Et évidemment, la première chose à dire, c'est on va parler de plein de nouveautés qui sont super le fun, qui s'en viennent sur Android 17. Ça va être en primeur sur les pixels, parce que les mises à jour de pixels se font automatiquement sur le champ par Google, mais sans doute que vous verrez apparaître sur votre propre téléphone Android plus tard. Samsung a dit qu'ils allaient se dépêcher cette fois-ci pour la pousser le plus rapidement possible, cette nouveauté-là. J'ai hâte de voir si ça va être le cas. Habituellement, les autres, ça peut prendre quelques instants. Habituellement, c'était OnePlus qui était très rapide là-dessus, sa gâchette. Les autres suivaient habituellement. Puis, en effet, Samsung était généralement dans les derniers adoptés. On va voir cette année qu'est-ce que ça va donner. C'est intéressant de voir. Et donc, quelles sont ces nouveautés d'Android 17? Je vais dire grossièrement et résumer ça très brièvement. Ce que j'en déduis de ce que j'ai vu, c'est qu'on veut, on va vraiment cibler une clientèle de jeunes utilisateurs, de la génération Z, les plus jeunes aussi, les alpha peut-être.
pas nécessairement des adultes, là, mais vraiment des jeunes utilisateurs de téléphones mobiles qui sont... Parce qu'Apple a fait un très bon effort de marketing auprès des jeunes. Il y a quelque chose d'aspirationnel avec la marque Apple que Android n'a pas. Et là, clairement, on veut les cibler autrement, ces jeunes utilisateurs-là. Le meilleur exemple, c'est l'intégration d'un paquet d'outils d'édition de retouche et de captation de vidéos. Fossé des générations oblige. Pascal, je te sais très opposé à la vidéo verticale et je comprends vraiment pourquoi et t'as entièrement raison. Malheureusement, les plus jeunes ne comprennent pas, eux, parce que le téléphone, effectivement, se tient comme ça. Donc, pourquoi la vidéo ne se ferait pas de la même façon? Et forcément, TikTok et Instagram ont adopté ce format-là dans leurs Reels, leurs Stories, leurs patentes. Il y a maintenant Instagram Instant là, qui vient d'apparaître. En tout cas, bref, dans tous les formats, on essaie de pousser cette vidéo verticale-là. Et la nouvelle comme surcouche qui s'ajoute, parce qu'il faut toujours essayer de quelque chose de nouveau, et les influenceurs sont forts là-dessus, c'est non seulement de faire une vidéo verticale, mais de se surincruster nous-mêmes par-dessus pour proposer nos propres réactions à notre auditoire, aux gens qui regardent la vidéo. Et vous le voyez passer sur les réseaux sociaux, cette vidéo qui se passe quelque chose. Là, il y a quelqu'un dans le coin qui réagit, puis qui pointe, puis qui a l'air d'être extrêmement... Et tout ça, c'est entièrement stagé, et c'est complètement artificiel, et moi, je trouve ça complètement pas intéressant, mais c'est un certain succès, et c'est extrêmement populaire. Je sais pas si c'est populaire pour les gens qui consomment de la vidéo, mais les gens qui produisent de la vidéo verticale pour leur travail, donc les influenceurs, tout ça, eux, ils font que ça maintenant. Et j'ai même vu récemment une vidéo d'une personne surincrustée sur la personne surincrustée sur la vidéo. Donc, on était rendu à un 3e degré d'abstraction. Et là, mon cerveau ne s'en pouvait plus. J'avais du sang qui sortait des oreilles. Bref, c'était un peu intense. Mais là, Android 17 va permettre de faire tout ça d'un seul coup. Donc, vous allez pouvoir filmer un truc et filmer votre réaction en même temps avec la caméra frontale. Et ça va être intégré, incrusté à la vidéo finale, finalement. Et vous pourrez donc ajouter vos réactions. Ça s'appelle la fonction Screen Reactions, tout simplement. Ça va enregistrer l'écran et le visage en simultané pour filmer des réactions sur des vidéos. Il y a aussi une plus grande intégration d'Instagram à peu près à tous les niveaux. L'application Edit, qui permet de retoucher les vidéos avant de les publier sur Instagram, va bénéficier d'outils de retouche de Google et d'Android, entre autres choses. Il va y avoir de la capture vidéo en Ultra HDR et il va y avoir une stabilisation logicielle améliorée des vidéos pour rendre leur partage plus naturel. Et on va aussi ajuster l'interface d'Android pour l'adapter plus naturellement aux grands écrans. Pensez aux tablettes, entre autres. On ne sait jamais avec Android si le marché des tablettes va finir par éclater un jour, parce qu'il y en a, il y en a plus, il y en a, il y en a plus, mais on continue de faire du clin d'œil, certainement, ou du petit coup de coude pour dire, hey, on pourrait aussi faire des tablettes. Il y a évidemment, sans surprise, Gemini Intelligence qui va être intégré à tout le système d'une façon, je sais, moi aussi, je vais mettre ma face de réaction dans le coin de la vidéo, Alain. Faudrait se filmer en pleine réaction d'apprendre ça. Évidemment, on va avoir une application agentique de Gemini dans Android 17. L'exemple est toujours le même. Là, on va pouvoir se signaler un Uber sans aucun effort, mais il y a aussi d'autres applications qui vont venir avec le temps. Planifier ses vacances avec sa famille en quelques clics, en disant Gemini, j'aimerais partir en vacances avec toute ma famille. Fais ça pour moi. J'ai pleinement confiance que ça va bien marcher. Donne-moi ton numéro de carte de crédit, ça va bien mal. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais on sait qu'avant Noël, Google a testé le paiement automatisé d'une IA à une autre IA. Donc, ça s'en vient aussi bientôt. Gemini va payer pour vous. Là. Ça va être un autre niveau de... Ouf! Réaction, intégration pour les jeunes. Gemini Intelligence est le 3e élément qui est quand même pas mal non plus. Plus de place est faite pour le bien-être numérique et le décrochage des applications très chronophages. Pensez à ce phénomène du doom scrolling, ce défilement anxiogène, ce défilement jusqu'à la fin des temps que provoquent les réseaux sociaux qui sont conçus pour être extrêmement addictifs. Donc, d'un côté, on facilite l'accès à Instagram et de l'autre, on dit « Ouais, mais quand même pas trop ». Donc, je sais pas trop où on se situe là-dessus par rapport à ça chez Android, mais on va ajouter donc des outils qui vont suggérer, entre autres, de prendre une minute de relaxation quand vous ouvrez des applications que vous utilisez trop souvent. On va limiter aussi le temps d'écran d'une façon plus... positive, disons-le comme ça. Mais évidemment, on laisse à la fin de la journée l'humain appliquer ça ou pas. Donc, ce que ça signifie, c'est que si vous ne faites pas l'effort, vous n'aurez aucun bénéfice associé à cette nouveauté. Mais quand même, ça va être plus facile d'accéder à ces outils-là dans Android 17. Évidemment, Android 17, on va avoir davantage la semaine prochaine à Google I.O. et ce sera tout ça, évidemment, lancé l'automne prochain. Donc, on a le temps d'en reparler avec sans doute des nouveaux téléphones Pixel et peut-être aussi des mises à jour pour des téléphones d'autres marques. Donc, ça va être à suivre. Mais quand même, pas mal de nouveautés, le fun. Il va certainement y avoir d'autres trucs. On pourra en reparler la semaine prochaine à Google I.O. Mais voilà, c'était un aperçu
d'Android 17, mesdames, messieurs, pour les plus jeunes d'entre nous, semble-t-il. Êtes-vous jeune de cœur? Je ne sais pas. Si ça vous attire, sans doute que oui. Je vais le dire comme ça. Est-ce que tu te serais mis en sourdine par hasard, Pascal? Je me mets toujours en sourdine par erreur. C'est la foi dans l'émission, oui, exactement. Et voilà, la fin de Rufus, le chatbot par intelligence artificielle d'Amazon. Rufus, qui se souvient de Rufus? C'était le conseiller d'intelligence artificielle d'Amazon qui allait vous guider dans vos achats. On a décidé qu'on le mettait un petit peu sur le bord du chemin pour le remplacer par Alexa. Ah ben. Eh oui, là, évidemment, tout va se déclencher chez moi. Ça va être une version d'Alexa qui va devenir la conseillère de ses achats. Et ce serait, cette fois-ci, c'est quoi le mot-clé après l'intelligence artificielle? Agentique, Alain. Tout est agentique maintenant. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, tu donnes ta carte de crédit et ça fait quelque chose et tout va bien se passer, Alain. Alors, ça va nous dire quand est-ce qu'on a fait une commande pour la dernière fois. Tu vas pouvoir demander à Alexa quand est-ce que j'ai commandé du papier de toilette pour la dernière fois. Et là, je me dis... Qui achète du papier de toilette sur Amazon? C'est ça qu'on veut tous savoir. Je pense que ça doit exister. C'est toujours l'exemple utilisé. Ils ont créé Alexa en utilisant l'exemple de bientôt, ça va être votre agent de magasinage et vous pourrez commander du papier de toilette. Ben oui. En voulant dire, on s'en fout de la marque. Tant que ça fonctionne bien. On va pouvoir le commander comme ça. Et ça va aussi permettre de gérer ses achats répétitifs. On va pouvoir dire, oh, rachète-moi de ce que j'ai acheté le mois dernier. Là, je me dis, on a-tu besoin d'intelligence artificielle? C'est pas juste un petit piton qu'on pourrait cocher, envoie-moi ça à tous les mois. Non, non, c'est agentique. Et ça, c'est mieux. Oui. C'est disponible pour l'instant aux États-Unis. Ça va être gratuit sans avoir besoin d'Amazon Prime. Est-ce que ça va se déployer au Canada? Est-ce que ça va encore changer de nom? Ça va peut-être s'appeler Roger quand ça va arriver au Canada, ou Robert, ou Bob, je sais pas quoi. Herménégide. Le truc flyé, c'est que leur nouvel assistant Alexa agentique pourrait même, je mets beaucoup de bémol là-dessus, permettrait de chercher des informations de sites tiers si le produit n'est pas disponible sur Amazon. Ah. Ça, je me demande s'il n'y aura pas des petites affaires de « OK, vos robots n'arrêtent pas d'inonder notre site, là, ou tiens, on a fait des requêtes, viennent d'Amazon, donnez-nous une ristourne et puis devenez partenaire Amazon. » Selon moi, ça va être un outil commercial pour dire à des petits commerçants qui autrement ne feraient pas partie de l'univers Amazon de se joindre à eux. Je ne sais pas si tu as remarqué, je regarde Amazon Prime et il y a de plus en plus de pubs avec des logos à cliquer en regardant la vidéo. Tu regardes ta vidéo, tu as une petite pause publicitaire, parce qu'avant, c'était gratuit sans pause publicitaire. Il n'y avait pas de pause publicitaire dans les films, parce que tu payais par Amazon. Maintenant, tu as des pauses publicitaires. Et là, tu as le bouton, cliquez ici pour commander du papier de toilette. Exact. C'était... il y a un nom à ce phénomène-là, l'achat directement dans des vidéos. C'était un truc très, très hot avant la pandémie en Asie, puis il y a des entreprises... En Asie, il semble qu'ils sont vraiment le téléachat en pesant sur le piton à l'écran. C'est assez flyé. On n'a pas encore ce plaisir de consommer là. Je pense qu'on a peut-être une distance ou on a peut-être une autre approche. Mais cette quand impulsion de surconsommer, mais oui. C'est ça. Quand ça devient un plaisir ou une loterie de consommer le rouge à lèvres que notre youtubeuse préférée utilise. Relâchement de dopamine, ben oui, voilà. Oh, j'aime pas ça. Écoute, moi, personnellement, je ne porte pas de rouge à lèvres, donc ça me concerne moins, mais effectivement, les jeunes en raffolent, dit-on. Ça, c'est le meilleur moyen de faire passer une tendance en douce qui n'en est pas nécessairement une. Ah, les jeunes en raffolent. Les jeunes en raffolent. Tu peux pas dire non, ça veut dire que t'es vieux. Toi, le jeune. Toi, le jeune, tu en raffoles. Ah ouais, je savais pas ça. Écoute, merci Pascal. Ça fait le tour de l'actualité de la semaine. Il y en aura plus la semaine prochaine, mais il y en aura plus aussi après ceci, parce qu'on va revenir avec nos gadgets de la semaine et rester avec nous parce qu'ils sont franchement affriolants. Et on vous en parle tout de suite après ceci à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Tasse de Tech, c'est le moment de la semaine, je l'ai dit tantôt. C'est le moment de la semaine, c'est tout. C'est une phrase complète, terminée. Non, c'est pas vrai. C'est le moment où on essaie des gadgets pour vous. Et je sais que Pascal a une certaine affection toute particulière pour les claviers, donc ça tombe bien. T'en as deux, pas juste un, deux. C'est mon vice. Ben oui, parce que les claviers, j'en ai beaucoup depuis que j'ai le petit appareil BIOK, BYOK, Bring Your Own Keyboard, un petit appareil qui permet de taper sans avoir besoin d'ordinateur complexe. C'est super pratique.
pratique pour taper l'été. Puis j'ai en général une fascination pour les claviers. J'ai voulu avoir des claviers portables sympathiques et j'en ai deux, comme tu l'as mentionné, le Low Free Flow 2. Je vais commencer par celui-là parce qu'il est très, très beau. Il est en aluminium. Le boîtier est en aluminium et ça, juste, ça fait très, très premium. J'ai la version compacte. Il y a une version à 68 touches, la version à 84 touches ou celle avec 100 touches. Si vous voulez le pavé tactile numérique sur le côté, c'est possible. Il a des petites pattes en aluminium aussi. Et ça, c'est tout bête, parce que souvent, les pattes sont en plastique dans les claviers comme ça. On soulève, puis si on le malmène un peu, ça peut craquer. Et ça, j'aime pas ce risque-là. Là, c'est en aluminium, c'est beaucoup plus solide. Et la petite patte, petit détail de design amusant, la patte cache l'interrupteur. Pour recharger. C'est pas grand-chose, mais l'interrupteur, pour l'allumer, le mettre en mode Bluetooth ou le mettre en mode radio, ça va permettre de le protéger et donc d'éviter que ça s'allume inopinément. Je remarque que tes pattes en alu ont aussi un petit embout en caoutchouc, là, l'antidérapage. Oui, tout à fait. Il y a le petit bout en caoutchouc pour protéger sur la table, donc ça évite de rayer. Tape, ça s'en va. Exactement, ça glisse moins. Le truc qui est le fun, c'est que c'est ça, c'est solide. Et l'autre chose qui est pas pire, pas en tout, c'est que sur le côté du clavier, il y a un pavé tactile. Et il est là. Je me demandais, il était où? Il était sur le côté. Et donc, sur le côté complètement, pas sur le côté, on le voit pas, il est sur le côté vertical du clavier. Je sais pas comment le décrire, ceux qui nous écoutent, mais sur le côté, on peut glisser son doigt sur le côté du clavier et on peut, par exemple, monter le volume. Et ça, mais si on est gaucher, on n'est pas content, là. On y va avec la droite. Parce que c'est clairement du côté droit du clavier. C'est du côté droit. Ce serait un peu mélangeant si on avait un pavé tactile des deux côtés. On pourrait pas manipuler le clavier sans toucher à quelque chose. Dans ce cas-ci, tu as tout à fait raison, c'est à droite. Mais ça, c'est amusant, parce que pour monter le volume, on glisse tout simplement le doigt sur le côté du clavier. Je trouve ça super élégant. Le clavier fonctionne, encore une fois, en Bluetooth, en radio avec un petit dongle. Et le clavier est super, super chouette, là. C'est des touches qui sont faciles à remplacer, des touches mécaniques. Donc, on a une bonne sensation. C'est pas des petits truc en caoutchouc qui tape pas bien. On tape, ça claque, c'est le fun. Relativement silencieux, le modèle que j'ai ici, vraiment le fun. Le deuxième clavier que j'ai voulu essayer, c'est la compagnie Keychron, qui n'est plus à présenter dans le monde des claviers. C'est pas mal Non, c'est une compagnie qui travaille très, très fort pour créer des claviers mécaniques extrêmement puissants. J'ai le Keychron K3 HE, qui a un côté en fini style bois. Et ça, c'est élégant. Nostalgie du Atari, qui avait des motifs en bois sur le côté. Le plastique texturé en faux bois brun. 2600, plastique texturé en fameux bois. Et là, c'est flyé parce que c'est un téléphone, c'est un clavier mince, compact, portable, qui utilise des touches, et il utilise des touches Hall Effect, des touches magnétiques. Et donc, encore une fois, j'en avais parlé, c'était une technologie très, très précise, très le fun, parce que chaque touche n'a plus besoin d'avoir un contact pour se déclencher. C'est une pression, un champ magnétique qui est détecté. Quand il atteint un certain seuil, on peut décider que la touche est activée. Et donc, ça permet d'activer plusieurs touches de façon très rapide, simultanée, déclencher les choses en appuyant sur la touche et en relâchant la touche. Il y a plein de possibilités là-dessus. Encore une fois, super facile à remplacer les touches, aussi compatible avec Bluetooth, petit dongle pour avoir une connexion radio ou encore filaire. Je l'ai pas mentionné pour le low free, mais oui, on peut le brancher avec un fil Bluetooth ici. Les deux, ce qui est le fun, c'est que c'est des touches mécaniques. Un mécanique, l'autre avec des touches magnétiques. Très, très le fun, facile à configurer précisément. Juste, je t'arrête parce que tu as dit un fil Bluetooth. Je présume que tu voulais dire un fil USB. Ça m'a pris une seconde. Un fil radio, Alain. Un fil radio. Oui, un fil sans fil. Un fil sans fil, exactement. Merci beaucoup. La chose que je voulais remarquer qui était très particulière, c'est que les deux fonctionnent avec le petit dongle, une petite tétine qui est incluse. On est dans le français profond, ben oui. Exactement, j'ai fait exprès, Alain. Le petit dongle, il n'y a pas de logement pour les ranger.
Ah non, ça se perd facilement, c'est embêtant. Ça peut se perdre. Tu le branches dans un appareil, tu l'oublies dans l'appareil, tu le glisses dans un sac. Tu le déposes à côté d'un autre paquet de dongles et tu sais plus lequel va pourquoi. Tu sais plus c'est lequel. Fait qu'encore une fois, celui de Low Free est marqué Low Free dessus, celui de Keychron, il est marqué Keychron dessus, mais c'est les petits dongles sur le coin de mon bureau, il suffit de l'échapper, passer l'aspirateur, et tu cherches ton dongle, tu sais pas il est où. J'aurais aimé qu'il y ait un petit logement. Mais à part ça, c'est des super claviers. Les deux sont autour, il y en a un qui est 139 US, le Low Free, le Low Free Flow 2, le Keychron K3 HE est 119 $ américains. Donc faites le calcul, taux de change, 160, à peu près 170, 180, 170, 200, c'est ça, ça dépend du taux de change. Mais c'est des claviers qui vont vraiment vous procurer du plaisir, qu'on peut utiliser avec son ordinateur portable, avec différents appareils, et travailler très efficacement. Vous pouvez relever votre portable pour mettre l'écran à hauteur des yeux avant un clavier externe et ça va vous sauver un paquet de problèmes. Oui, avec un petit support, d'ailleurs, j'en ai un... J'en ai un à portée de main, juste sur le côté de mon bureau. Mais ça fait une grosse différence. Ceux qui travaillent avec des ordinateurs portables, surélevez-le, travaillez avec un vrai clavier, une vraie souris. Ça va vous procurer du bonheur dans la vie, surtout si vous travaillez à la maison. Ça va vraiment faire. Équipez-vous si vous travaillez à la maison. Merci Pascal. Et je vais ajouter ceci, si vous travaillez à la maison, peut-être aussi vous amusez-vous, probablement à la maison également. Et là, vous vous dites, oui, mais comment puis-je m'amuser dans un bureau à la maison? Là, je vous dis, voici ce qui est une option, c'est d'apprendre à jouer d'un instrument de musique qui n'est pas encombrant. Par exemple, une batterie. Et là, vous dites, mais franchement, une batterie, c'est gros comme le monde. Comment puis-je caser une batterie dans mon cubicule de bureau de travail? Peut-être pas à la maison. Et là, je vous dis, facile, achetez les baguettes Aeroband de Pocket Drum 2 Max que j'ai ici dans les mains, qui ressemblent à deux énormes Gressini. Vous savez, ces bâtonnets de pain séché qu'on mange en entrée au restaurant ou des fois même à la maison. Là, j'ai faim évidemment tout d'un coup. Beaucoup plus que ça. C'est exactement, tu sais, la semaine dernière, Pascal, tu parlais de la Air Guitar d'Aeroband. Je vais vous montrer parce que je tripe tellement. Là. Et j'avais dit un peu trop vite qu'on avait parlé de la batterie qui vient avec, en fait, à l'émission, mais c'était pas le cas. Donc, je me reprends de ce pas en vous parlant de cet ensemble de batteries virtuelles et très silencieuses. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est de jouer, c'est du air drum, c'est de jouer de la batterie n'importe où, n'importe comment, sans avoir à traîner l'instrument en entier, ce qui, on s'entend, sauve une énorme logistique de gestion des objets. Ça coûte 230 $. Donc, à la base, c'est un kit qui est quand même pas mal, relativement bon prix. Je dis pas que ça coûte cher. C'est un sur papier, donc une batterie virtuelle. C'est-à-dire que vous avez les baguettes, vous avez les deux espèces de pédales en plastique gauche-droite. Vous avez un petit adaptateur qui permet sans fil, là, qui permet de capter le signal de tout ça et qui permet, parce qu'il y a deux entrées de 3 mm et demi, une entrée et une sortie, donc vous pouvez entrer une source externe de musique pour jouer de la batterie sur une chanson qui existe déjà, et vous pouvez faire sortir le son dans des écouteurs ou vers un appareil MIDI, un ordinateur ou n'importe quoi d'autre, et entendre évidemment le bruit de vos efforts. Il n'y a pas de version, il y a une version de ça sans fil, mais c'était Bluetooth, et la latence est tellement grande que personne ne voulait rien savoir, donc chez Aeroband, on s'est dit on va faire cette version-là. Il n'y a pas de latence perceptible tant que ça, c'est l'affaire de quelques dizaines de millisecondes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on perçoit à l'oreille naturellement, à moins d'être tellement rapide que je sais pas comment vous faites. Et donc, ça fait qu'en principe, sur papier, le concept tient bien. Tout ça se porte bien, c'est sans fil, c'est compact. Moi, je me disais, c'est cool parce que je joue de la batterie ces jours-ci dans mon sous-sol et j'ai dit, quand je pars en voyage, je vais mettre ça dans mon sac, pouf, et n'importe où, quand j'aurai 15 minutes, je vais faire une petite séance juste pour le plaisir de la chose. Ça s'est jamais produit. Parce que de la théorie à la réalité, il y a un monde qui sépare ce produit-là de quelque chose qui est plaisant à utiliser et même fonctionnel. Les baguettes doivent être, à chaque fois qu'on les utilise, paramétrées forcément pour qu'elles se situent dans l'espace, parce qu'elles reproduisent devant vous les tambours, les cymbales, l'ensemble d'une batterie, dans un format qui est entendu et qui est par défaut d'avance. C'est le même kit que le kit de base quand vous apprenez à jouer de la batterie n'importe où vous allez. Mais chez Aeroband, on s'est dit, voici le kit, et il a cette forme-là, et il est à cet endroit-là dans l'espace, et il ne changera pas. C'est-à-dire qu'il est trop près du batteur à mon goût. Fait que je suis en train de j'ai pas le goût de mettre les coudes dans le dos quand je joue de la batterie, mais on peut pas, même en le paramétrant un peu plus loin, on finit toujours par être quasiment assis sur le tambourin, le snare, et ça devient rapidement agaçant.
On donne dans la boîte avec les baguettes une affiche à coller au mur pour nous situer, pour dire voici où se trouvent les nombreux instruments, les nombreux composants de votre ensemble de batterie. Donc, vous paramétrez, il faut mettre les baguettes dans un certain angle, appuyer sur les boutons, et là, ça recrée dans l'espace cette batterie-là. Et là, vous jouez, et pendant quelques instants, ça va bien, et au bout d'un certain temps, la batterie, ça va par là. Elle reste pas dans le même espace tout le temps. C'est un peu bizarre, ça veut dire que le capteur de mouvement sont imprécis, forcément, parce que vous commencez à jouer là, et vous finissez, vous êtes là-bas. Et ça, vraiment, si vous ne le savez pas à mesure que vous jouez, ça devient grattement irritant. Et c'est pas l'affaire d'une couple d'heures, c'est l'affaire de quelques minutes. Vous jouez un petit peu et pouf, vous perdez tout d'un coup la localisation dans l'espace de votre instrument virtuel. Et ultimement, c'est ça qui, je veux dire, c'est le principe même de la chose et ça marche pas. Donc, c'est extrêmement décevant et même frustrant à tel point qu'on arrête de l'utiliser rapidement. Ça devient agaçant. C'est dommage parce que quand on les active, il y a des petites lumières d'ailes qui apparaissent qui sont colorées juste en haut de où on dépose les pouces quand on les tient vraiment trop solides. Et ces LED-là changent de couleur selon qu'elle est devant un des nombreux composants de la batterie. Ça veut dire que vous êtes par-dessus la caisse claire, il va être, je pense, bleu. Si vous êtes dans une cébale, il va être orange, et ainsi de suite. Donc, ça vous aide à comprendre où est votre instrument, mais comme ça bouge tout le temps, on y revient toujours. Et je sais pas vous, mais moi, jouer de la batterie en regardant mes baguettes, j'arrive pas à figurer comment on peut faire ça. On regarde pas là comme ça quand on joue, on regarde vraiment soit la feuille de musique ou on regarde nos amis musiciens autour de nous ou peu importe. Donc, c'est un peu fâchant ça aussi. On peut, cela dit, si vous persistez à les utiliser longtemps, on peut changer la sonorité de la batterie pour arriver avec un style plus rock, plus jazz, plus électro, je sais pas comment vous voulez ça. Il y a de mémoire 7 ou 8 sonorités différentes embarquées. Évidemment, si vous branchez le petit adaptateur, le petit récepteur à une prise USB d'un ordinateur et vous utilisez une application MIDI, qui est une interface média musicale numérique. Vous pouvez utiliser ensuite un logiciel comme GarageBand sur Mac, entre autres, pour donner la sonorité que vous voulez à votre ensemble de batterie. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a des prises USB-C partout pour charger tout ça. On promet 16 heures d'autonomie. Je ne me suis pas rendu au bout. Je me suis fâché bien avant ça, là, mais ça veut dire qu'on peut jouer quand même assez longtemps avec cet accessoire-là. Et clairement, on a... c'est dommage parce que j'en parlais pas éternellement, mais j'aurais aimé que ce soit au moins fonctionnel. Parce que c'est le fun, tu mets les écouteurs, t'as le son, quand ça marche super bien, mais ça marche pas assez longtemps pour vraiment avoir du fun puis dire c'est pas grave, je vais juste de temps en temps me restituer, reconfigurer, pouf. C'est qu'il faut le faire pratiquement à toutes les 3-4 minutes et ça vient tuer un peu le plaisir. Et comme je me trouvais un peu capricieux par rapport à ça, en prenant mes notes, je suis allé voir sur Internet, sur les forums, les gens qui l'ont acheté, qu'est-ce qu'ils en pensent, et j'ai vu que des revues négatives, que des critiques déçues de ce produit-là. Et c'est effectivement très dommage parce que j'ai vu les gens d'Aeroband au CES en janvier, ils avaient ça sur leur kiosque et c'était, évidemment là-bas ça marchait pas très bien non plus, mais c'était en me disant, waouh, je comprends dans un gros show comme le CES que ce soit une démo un peu maladroite, donc j'ai hâte d'essayer ça chez moi, tranquillement, dans le silence de mon salon et l'espace idéal sans dérangement. Et même là, j'étais déçu. Et c'est plate. On aime ça quand ça marche, puis là, ça marche pas, puis c'est vraiment fâchant. Donc, bonne idée, produit maladroit. Conclusion, écoutez, ne dépensez pas 230$, même si c'est pas très cher pour ça, parce qu'il y a des kits. Si vous avez l'espace, il y a des kits électroniques, des vraies batteries électroniques, c'est juste plus ludiques, mais complètes, qui vont vous apporter beaucoup plus de plaisir et qui feront certainement la job, même si vous ne pourrez pas l'amener au bureau en le glissant dans votre sac de travail. Peut-être qu'il va y avoir une version 3. Ben oui, s'il y avait un repère physique dans l'espace, s'il y avait un objet qu'on pouvait poser, par exemple, sur une table qui sert de repère, là, à ce moment-là, tu peux placer l'objet et placer tes bâtonnets en fonction de cet objet-là. Il existe d'autres produits similaires. Je regardais sur Reddit, entre autres, un concurrent qui disait, nous, on utilise une espèce de capteur optique là, pour situer les objets en temps réel, fait qu'il n'y a rien qui bouge dans l'espace. Mais, et puis tant mieux si ça marche, mais aussi, l'idée c'est de garder ça simple en fait. Et la théorie d'avoir juste des baguettes dans les airs. Oui, non, mais ça c'est vrai. Mais si les baguettes ne sont pas précisément orientées dans l'espace, le fait d'ajouter un troisième élément, moi je pense que ce qu'il faudrait ajouter à ça, c'est de l'intelligence artificielle, Alain. Je pense que
Ah, et tu sais que les musiciens en raffolent d'utiliser l'IA en plus. Donc, ça serait certainement un succès commercial, sans aucun doute. Ben oui. C'est sûr que si tu Aïe, mets de aïe, aïe. l'intelligence artificielle là-dedans, ça règle tous Écoute, les problèmes. la raison pour laquelle j'ai parlé de ça ici la semaine dernière, c'est que je pensais que j'en avais parlé déjà à l'émission, mais surtout parce que j'en avais parlé dans la presse. Et quand j'ai écrit là-dessus dans la presse, je disais juste, c'est le fun de la technologie. Des fois, elle permet de se familiariser avec des nouveaux instruments de musique, même quand on n'a pas l'âge pour Oui. être encore à la petite école et tout ça. Oui. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens fâchés, courroucés, devrais-je dire. Irate en anglais, comment on dirait ça en français? Courroucé. Vraiment pas content. Ouais, courroucé. Ils souffraient d'un courroux manifeste devant le fait que pour eux, tu peux pas apprendre à jouer de l'instrument de musique si c'est pas avec un humain qui te l'apprend. Et j'étais comme, non, là, moi, je trouve que, tu sais, si tu peux avoir une technologie qui te permet de le faire sans que ce soit du gadget, ou même si c'est un gadget, à la limite, au moins, ça te donne une idée si tu as le goût pas d'aller plus loin. Et après ça, tu vas voir un professionnel. Ben oui, avec la guitare. toi-même professionnel. Tu sais, tu joues dans ton garage, puis pouf, en tout cas. Oui, le fait d'être intimidé par la musique, je pense que il y a des gens qui c'est naturel, ils s'installent devant un piano, ils pianotent, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais vraiment un problème, je réalise, d'être intimidé par la musique. Et le fait de pianoter tout croche, guitarer, tout croche avec ma guitare Aeroband. Gratter les cordes, ben oui. Ça m'a donné le goût d'apprendre qu'est-ce que je sais pas, de comprendre qu'est-ce que je sais pas, et éventuellement d'aller voir un professeur en me disant, écoute, voici ce que j'ai fait, aide-moi, j'ai l'impression que je pose pas mes doigts correctement, j'ai l'impression que là, on pourrait à ce moment-là, même si j'espère pas prendre de mauvais plis, mais si on a des mauvais plis puis on en est conscient, ça va être le fun qu'un humain puisse me dire, hey, t'as fait une étape, t'as brisé ta crainte, tu as essayé des affaires, c'est un gros truc. essayer d'autres choses, puis je vais t'orienter pour t'amener plus loin, te faire débloquer de ce que tu as appris. Mais je suis étonné de tout ce qui est offert virtuellement, les vidéos sur YouTube, comment jouer des morceaux, les morceaux qu'on aime. Les gens là, on peut regarder la vidéo, on peut poser la vidéo, on peut regarder qu'est-ce qu'on fait pas correct, comparer. Et en une semaine, encore une fois, j'ai commencé la semaine dernière, j'ai failli pleurer en faisant une petite mélodie. Là, je travaille mon joyeux anniversaire. C'est une mélodie joyeuse, ça devrait pas faire pleurer. J'essaie des accords, mais je suis pas encore assez habile, mais je travaille. D'ici quelques mois, je vais peut-être pouvoir te jouer Bonne Fête, Alain. Peut-être qu'on pourra faire un aéroband ensemble et jouer par Riverside un instrument, pas un instrument, une chanson. Tu pourrais faire de la bass, on pourrait faire un drum and bass. Oui, et ça c'est vrai, parce que je peux convertir ma guitare aéroband en basse. Voilà. Et là, ça amène d'autres possibilités avec un petit Python. Je change. Tout est possible. Que de plaisir. Une tasse de musique. Ça sera notre prochaine balado. À bientôt. Je vais regarder ici, je cherche le document ici. Voilà. On remercie nos partenaires TELUS, Plan Hub, Cogeco Média pour la mise en onde, la diffusion du podcast. Merci. Vous pouvez l'écouter dans l'application de balado de votre choix, le service de votre choix. Amusez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez-nous, commentez, écrivez-nous. PascalForget.com, mon site web, j'écris régulièrement des petits textes. Alain, on peut te lire dans la presse, entre autres, et on peut aussi t'écouter dans la balado. Ça tient la route, qui parle de voiture. Ben oui, et dans le plus récent épisode, quoique ça dépend où vous êtes rendu dans votre semaine, mais dans un des plus récents épisodes de Ça tient la route, j'ai essayé ce qui est probablement ma voiture coup de cœur de la dernière décennie, facilement. Je vous laisse ça dans le suspens si vous voulez savoir c'est quoi et si vous voulez vous aussi triper. Décennie, rien de moins. C'est une voiture qui est assez high-tech. D'ailleurs, il y a comme un croisement qu'on peut faire avec les deux balados facilement avec ce véhicule. On peut se la procurer maintenant? Elle est tout à fait en vente. Elle est moins chère que sa contrepartie à essence, en plus. Si vous achetez la voiture à essence comparable, elle coûte 25 000 $ de plus. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez écouter ça sur les sites du groupe Cogeco, Ça tient la route, sur les plateformes balado, bien sûr. Abonnez-vous aussi à Une tasse de tech. Comme ça, vous allez recevoir le prochain épisode dès qu'il sera sorti. Et vous ne serez que plus heureux, car nous avons à cœur de vous redonner le sourire chaque fois que nous faisons ce balado. Et de toute façon, comme le printemps tarde à venir, quoi de mieux que de s'installer dans son sous-sol pour écouter des balados en rafale? C'est vraiment une excellente façon de passer le temps. Entre-temps, on vous souhaite quand même que ce temps soit joyeux et nous, on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!